Audio Nouvelle édition du journal sur Meshapi Voice Télévision, émettant depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les principaux titres. Dans l'actualité, ouverture de la 9e édition de l'Expo Béton ce jeudi 17 avril à Lubumbashi. Dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination de relier les 4 coins du pays au port en eau profonde de Banana. Au sommaire également à Kinshasa, le ministère provincial de transport a mis en vigueur plusieurs mesures pour encadrer les secteurs de transport dans la capitale congolaise. Ceci dans un communiqué dont vous suivrez les détails dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette grande édition du journal. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu à Kinshasa, au Congo central jusqu'au port en eau profonde de Banana. C'est la déclaration du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à Lubumbashi ce jeudi 17 avril à l'occasion de la 9e édition de l'Expo Béton. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Dans l'actualité arrivée à Kinshasa, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, a échangé mercredi avec le président Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont discuté de contours de processus fusionnés de Luanda et Nairobi, 4 jours après la reprise officielle du dossier par les nouveaux médiateurs. Christian Chibaka nous donne plus de détails. Arrivé ce mercredi en début de soirée à Kinshasa, après une escale à Luanda, le président de la République du Togo et médiateur désigné par l'Union africaine sur le conflit sécuritaire dans l'Est de la RDC a été reçu en tête-à-tête par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours du processus aligné de Luanda à Nairobi 4 jours après la reprise officielle du dossier par les nouveaux médiateurs. À l'issue de cette rencontre de près de 2 heures, le président Faure Gnassingbé n'a pas fait de déclaration à la presse. L'on croit savoir que cette visite éclair à Luanda et Kinshasa s'inscrit dans le cadre de la reprise du dossier de médiation par les médiateurs désignés. Il s'est de noter que l'Angola, premier pays désigné pour la médiation de ces conflits entre la RDC et le Rwanda, avait renoncé à cette charge 2 mois après la prise de la présidence en exercice de l'Union africaine. La présidence angolaise avait indiqué qu'il était temps de se libérer de la responsabilité des médiateurs de ces conflits à l'est de la RDC pour se dédier de manière pleine aux priorités générales définies par l'organisation continentale. Sous la médiation angolaise, ces négociations ont connu des échecs majeurs. Entre autres, les tête-à-tête manqués entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ainsi que les négociations directes entre la RDC et le M23. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo lors de son intervention au Conseil de sécurité des Nations Unies, mercredi 16 avril. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a salué les sanctions ciblées déjà imposées contre le Rwanda et le M23, mais a appelé le Conseil de sécurité à faire respecter ses propres décisions, notamment la résolution 2773 ouvertement violée par le Rwanda. Regardez. Certains acteurs se sont déjà mobilisés en imposant des sanctions ciblées contre le Rwanda et le M23. Cela mérite d'être salué.
Une décision du Conseil ne peut rester sans suite, en particulier lorsqu'elle est ouvertement violée par un État qui contribue pourtant aux opérations de maintien de la paix. Fort de ces mesures, le Conseil doit désormais faire respecter sa propre décision. L'expérience le montre. Les sanctions ciblées et la pression politique fonctionnent. Elles modifient les rapports de force, réduisent les soutiens extérieurs et favorisent les ajustements de posture. Il est temps de les intégrer dans une réponse multilatérale structurée. Et demander des comptes ne devrait pas valoir une menace. Personne ne devrait être envoyé en enfer pour avoir défendu la Charte des Nations Unies. La République démocratique du Congo recommande ainsi de constater formellement le non-respect de la résolution 2773 par le Rwanda, de mettre en place un mécanisme de suivi assorti de mesures coercitives progressives, de sanctionner la chaîne de commandement des RDF et des décideurs politiques responsables, de révoquer le statut du Rwanda comme pays contributeur de troupes, d'imposer un embargo sur les minerais rwandais issus de l'exploitation illégale en RDC et d'instaurer un régime de notification obligatoire sur les transferts d'armes à destination du Rwanda. Ces mesures sont fondées dans les faits, le droit et le mandat même du Conseil de sécurité. Sans ce fait palpable, il est fort évident que le Rwanda et le M23 puissent entraîner la perte totale de l'autorité de ce Conseil, non seulement aux yeux des populations congolaises meurtries depuis 3 décennies, mais aussi aux yeux de toutes les nations du monde qui croient encore à la mission universelle de ce Conseil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, alors que ce Conseil délibère, les populations de Goma, de Bukavu, et de l'Est de la République démocratique du Congo en général subissent chaque jour les conséquences de l'inaction. Elles ne sont pas oubliées, leur souffrance est visible, leur résilience force le respect, leur dignité demeure intacte et notre unité nationale inébranlable. Avant que l'espoir soit ravivé par la résolution 2773 ne s'éteigne, la République démocratique du Congo appelle ce Conseil à décider sans délai des organes chargés de son exécution, évaluer clairement les conséquences de non-respect, y compris par des sanctions ciblées, et mettre en place un mécanisme de suivi garantissant la redevabilité et la cohérence de la réponse internationale. Alors que ce Conseil délibère, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo continuent de subir les conséquences de l'inaction. Et sachez qu'au cours de ces mêmes conseils de sécurité tenus à New York, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Grand Lac, Xian Wang, a présenté son constat fait sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous propose donc de le suivre. Monsieur le Président, le 27 mars dernier, ma collègue Bintou Keita, chef de la MONUSCO, vous a présenté ici un tableau exhaustif de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce n'est pour rappeler ce constat sans appel. Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, des organisations régionales et sous-régionales africaines, de l'Union européenne, malgré aussi les mesures restrictives et les sanctions prises, les combats se poursuivent dans l'Est de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 n'a cessé de poursuivre son expansion territoriale avec un soutien extérieur. En dépit des déclarations d'intention, le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Cette sombre réalité nous oblige et devrait nous inviter à redoubler d'efforts pour voir comment, collectivement, nous pouvons transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement
irréversible vers la paix. Et puis, de son côté, l'Angola s'est dit préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le ministre angolais des Affaires étrangères s'est exprimé devant le Conseil des sécurités des Nations Unies mercredi 16 avril. Suivez. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et la situation humanitaire dans l'est de ce pays. L'occupation de villes importantes telles que Goma et Bukavu par le M23 et l'avancée conséquente de ces forces vers de nouveaux territoires qui, outre l'escalade du conflit, menacent l'intégrité territoriale de la RDC, aggravent la situation humanitaire des populations locales et contribue de manière significative à porter préjudice aux efforts diplomatiques entrepris dans le cadre des processus de médiation existants. Nous saluons tous les efforts déployés pour parvenir à la paix et à la stabilité régionale, en particulier la concertation des actions conjointes au niveau de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la communauté de l'Afrique de l'Est, dans la recherche de la paix dans l'Est de la RDC, en collaboration avec les autres acteurs internationaux. Puis dans le reste de l'actualité, les attaques contre Monseigneur Fulgence Muteba, président de l'ASINCO, sont inacceptables. Telle est la déclaration de la coordination de notables katangais qui s'est dit indigné de la mauvaise interprétation de la mission de l'ECC et de l'Église catholique relative à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et manifeste tout son soutien aux démarches de paix des églises catholiques et protestantes. Je vous propose donc de suivre leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par David Mbaché. Nul n'ignore qu'en plus de 30 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, a connu des milliers de morts et de disparus causés par les affres de la guerre et de l'insécurité généralisée. À ce jour, aucune solution durable n'a été trouvée. C'est dans ce contexte dramatique que la SINCO et l'ECC se sont levés dans un engagement collectif pour proposer une démarche citoyenne en faveur d'une paix durable, fondée sur l'unité, la cohésion nationale et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Ce travail important des pères spirituels s'articule autour d'une réflexion profonde intitulée « Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les pays des Grands Lacs ». Ce pacte constitue une boussole méthodologique et philosophique pour l'atteinte des résultats concrets. À titre de rappel, son éminence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu n'en est pas à sa première initiative de réconciliation. Le 22 mai 2022, il avait organisé une grande rencontre de réconciliation entre les filles et fils du Katanga, favorisant ainsi un climat d'harmonie fraternelle retrouvé. Katangaises et Katangais, vos notables, tout comme le peuple katangais dans son ensemble, ont été profondément choqués par les attaques injustes dirigées contre notre père spirituel, son éminence Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu. Ces attaques proférées par des individus inconscients, sans scrupules et abusivement ivres de pouvoir sont inacceptables. Accoutumés à calomnier les acteurs politiques, ces individus s'en prennent aujourd'hui à une figure morale unanimement respectée. Certains n'hésitent pas à lancer des accusations infondées ou à déposer des plaintes farfelues sans base juridique. Pourtant, pour nous, fils et filles du Katanga, Monseigneur Muteba est un héros vivant, un homme de courage, de sacrifice, de constance et d'espoir. Il incarne le bien vivre ensemble katangais, n'en déplaise à ses détracteurs. Nous tenons à rappeler à la nation congolaise et à la communauté internationale que le peuple katangais est l'héritier des grandes civilisations d'Afrique centrale, organisées en empire
et royaume porteur de fortes valeurs humaines. Les responsables de VDP, Wazalendo, Nord Kivu, Walikale désavouent Willy Michiki, député national de Walikale, qui avait annoncé un cessez-le-feu en lien avec les négociations de Doha entre Kinshasa et le M23. Les VDP affirment n'avoir jamais été consultés et rejettent toute implication dans cette décision. Suivez leur déclaration. Des résistants pour la défense de la patrie face à la fameuse déclaration de l'honorable Willy Michiki, décrétée et soi-disant cessez-le-feu de Wazalendo. Nous, Consortium des résistants pour la défense de la patrie, c'est CRPD en sigle, nous sommes indignés et condamnons avec les plus grands regrets les propos de l'honorable Willy Michiki imposant, sans aucune logique ni de fond ni de forme, un cessez-le-feu immédiat aux résistants Wazalendo qui se sacrifient pour la cause de la patrie. Pourquoi, quand on constate qu'il y a des avancées significatives de la part de Wazalendo, qu'on adopte un cessez-le-feu? N'est-il pas une manœuvre d'octroyer un bon moment à l'agresseur de se consolider? Allons-nous obéir aux soi-disant cessez-le-feu quand les milliers de camions remplis de militaires rwandaises versés à Goma et ailleurs pour le renfort de M23 AFC? Trop, c'est trop. Nous tenons à informer l'honorable Willy Michiki que tout est en course d'évolution. Les Congolais ne sont pas épargnés. À conséquence, il ne lui revient pas les droits de poser un style de jeu au Wazalendo pour recouvrer la confiance que l'agresseur lui doit. Si l'on se souviendrait du dossier de Grenada au Canada, où, sous la conduite du patron de tous les traîtres congolais, les mêmes honorables s'étaient présentés comme les chefs coutumiers congolais, tout en adhérant au coup contre la République démocratique du Congo. Puis dans un autre chapitre, dans un récent entretien à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rassuré l'intersyndicale des agents et cadres de l'administration de la Chambre basse du Parlement que le bureau est déterminé à prendre en compte toutes les revendications du personnel administratif. Il les a donc par ailleurs appelés à l'apaisement. Images et commentaires. Nous avons aussi parlé des frais de fonctionnement qui ne viennent plus. Ça fait plus de 6 mois que nous n'avons pas les frais de fonctionnement. Ça pose un sérieux problème au niveau de l'administration pour son fonctionnement. L'honorable président nous a promis d'essayer de prendre langue avec la Robank, qui est la banque qui nous paye, parce que c'est elle qui domicilie les salaires des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, pour essayer de voir comment on peut par exemple prélever 2 fois le mois sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je demande à tous nos collègues qui nous suivent, les collègues de l'Assemblée nationale, en leur disant qu'ils doivent rester calmes. L'honorable président a promis de s'y mettre pour trouver la solution à tous les problèmes posés. Je l'ai annoncé en titre à Kinshasa. De nouvelles règles sont entrées en vigueur pour encadrer les secteurs de transport urbain. C'est ce qu'annonce un communiqué signé par Chief Chipamba, directeur de cabinet du ministre provincial de transport Bob Amiso. Ces mesures visent à renforcer la sécurité routière, améliorer la gouvernance du secteur et réduire les désordres observés dans la circulation de la capitale congolaise. Parmi les décisions phares figure l'obligation pour les propriétaires des véhicules de plus de 20 tonnes de déclarer leurs engins auprès des autorités compétentes. Autre mesure importante, l'interdiction formelle de la pratique dite
de chambres-salons dans les bus et les taxis des types 207. En ce qui concerne l'état des véhicules, le contrôle technique devient obligatoire dans les centres agréés, une manière d'écarter de la circulation les engins en mauvais état et qui mettent en danger la vie des usagers. Côté fiscalité, le gouvernement provincial exige le paiement de taxes de stationnement pour motos et véhicules exclusivement au trésor urbain en vue d'éviter toute forme de détournement. Le communiqué insiste également sur le respect strict de procédures légales pour tout paiement lié au transport, appelant les usagers à dénoncer le cas de tracasserie. On change de chapitre pour aller à Dubaï où la SENSAP a écrit une page déterminante de son histoire. Elle a signé avec le groupe Finactu un contrat stratégique aux allures de mutation structurelle. Cette alliance technique vient arrimer la jeune caisse au savoir-faire international en matière de gouvernance sociale, d'actuariat moderne et d'investissement institutionnel. Chancela Kambanzi nous donne plus de détails dans cet élément. À Dubaï, loin des arcanes bureaucratiques et au cœur d'un carrefour financier mondial, la SENSAP a écrit une nouvelle page déterminante de son histoire. Son directeur général Junior Mata a signé avec les groupes Finactu un contrat stratégique aux allures des mutations structurelles. Cette alliance technique vient d'arrimer la jeune caisse au savoir-faire international en matière de gouvernance sociale, d'actuariat moderne et d'investissement institutionnel. Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de la SENSAP, a proclamé le top manager avant de tracer une vision, une caisse résiliente, enracinée dans le tissu économique national, capable de tenir la promesse républicaine d'améliorer les prestations. Suivant la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, cette référence au chef de l'État n'est pas fortuite, elle incarne une ligne directive, un idéal de justice redistributive désormais solidement assumé au sommet de l'État. Cette dynamique de refondation institutionnelle n'aurait pas été possible sans l'engagement constant du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, qui depuis un peu plus de 3 ans impulse une réforme méthodique et structurante à la gestion des agents publics. Il a fait de la sécurité sociale un levier de dignité et de performance administrative en rationalisant les effectifs, en régularisant le carrière et en soutenant la montée en puissance de la SENSAP. Ce partenariat avec Finactu ne se limite pas à un transfert de compétences, il marque la construction d'un socle durable pour une protection sociale crédible, équitable et souveraine. La SENSAP se projette désormais comme un acteur majeur de l'économie nationale au service des femmes et des hommes qui font vivre l'État. Et puis parlons de l'élection du conseil provincial de la jeunesse à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, mercredi 16 avril 2025, dans un climat de contestation suite aux accusations d'irrégularité dans l'organisation du scrutin, jetant une ombre sur la crédibilité du processus, réduisant considérablement le temps alloué à la campagne et à l'identification des électeurs. C'est un commentaire d'Inès Sourikila rendu pour vous par Franck Boucaud. L'élection du Conseil provincial de la jeunesse, initialement prévue pour ce mercredi 16 avril 2025 en Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, s'est ouverte dans un climat de contestation. Plusieurs candidats dénoncent un manque de transparence et des irrégularités dans l'organisation du scrutin, jetant une ombre sur la crédibilité du processus selon le candidat en lice. Les listes électorales n'ont été rendues publiques que tard dans la soirée du mardi 15 avril 2025, réduisant ainsi considérablement le temps alloué à la campagne et à l'identification des électeurs. Comment pouvons-nous mener une campagne équitable si les listes ne sont dévoilées qu'à la veille du vote? Cela désavantage clairement certains candidats, s'indignent l'un d'eux sous couvert d'anonymat. D'autres candidats
candidats accusent les organisateurs, notamment le ministre provincial de la jeunesse, de favoritisme, affirmant que les macarons n'ont été remis qu'aux partisans d'un candidat spécifique soupçonné de bénéficier du soutien du ministère de la jeunesse. Ces sympathisants ont pu retirer leurs macarons à temps. Les autres électeurs ont été exclus du processus, déplore un autre aspirant à la présidence du conseil. Face à ces dysfonctionnements, plusieurs candidats, dont ceux en course pour la présidence et la vice-présidence du conseil de la jeunesse, se sont rendus auprès du gouverneur de province pour alerter sur ces anomalies. Toutefois, à l'issue de la rencontre, ils ont exprimé leur insatisfaction quant aux réponses reçues. Et prenons cette nouvelle pour terminer. Les désenclavements de la localité de Luozi ont un facteur important pour le développement socio-économique. C'est dans ces cadres que le gouvernement provincial s'engage pour la construction du pont reliant Songololo au chef-lieu du territoire éponyme du Congo central. Précité les commentaires de Précieuse Pitou. La rapporteure du Sénat Nefertiti Ngundianza s'est rendue ce mercredi 16 avril rencontrer le directeur général de l'APSS pour résoudre ces problèmes d'infrastructure. Freddy Yodichembo a vite proposé à la sénatrice une solution en mettant à disposition la firme chinoise Zone Shehozen qui se déploie déjà dans la construction de l'autoroute Banana-Kinshasa pour placer un pont entre Songololo et Luozi afin de désenclaver le plus grand territoire du Congo central. Cette bretelle ouvrira également une voie vers Brazzaville, capitale du pays voisin. Pour accéder à Luozi, nous devons nécessairement traverser avec un bac. Et ce bac, quand ça tombe de façon récurrente en panne, vraiment c'est toute une population, donc une masse de personnes qui sont mises en danger, et aussi on voit que c'est l'essor économique de la contrée qui n'avance pas. Nous avons eu les assurances des partenaires chinois, eux qui sont pragmatiques. Ils nous disent que avec tous les éléments techniques en leur possession, ce serait possible, dans un temps raisonnable, on pourra penser vraiment à jeter un pont sur le fleuve pour relier Luozi avec le territoire de Songolo. Soulignons que Luozi est une terre arable avec plusieurs plantations qui, une fois désenclavées, le produit et marchandises de ces territoires profitera au reste du pays, pouvant arriver jusqu'à Kinshasa. Dans les prochains jours, tout sera détaillé, notamment la durée des travaux sur ces nouveaux partenariats en vue de la construction de ces ponts Luozi-Songololo. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette grande édition du journal. Mais avant tout, je vous rappelle le principal titre. Ouverture de la 9e édition de l'Expo Béton ce jeudi 17 avril à Lubumbashi. Dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé sa détermination de relier les 4 coins du pays au port en eau profonde de Banana. Au sommaire également, à Kinshasa, le ministère provincial de transport a mis en vigueur plusieurs mesures pour encadrer les secteurs de transport dans la capitale congolaise. Ceci dans un communiqué dont vous avez suivi les détails dans cette grande édition. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Il a été réalisé par Giovanni Lumbe, Maurice Molila, Bob Ngongou, Précieuse Pétou, le tout sous la supervision de David Mbachi. Je vous dis merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de programmes de Michapi, Voice Télévision.